Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation des dossiers de projet quand on travaille sur R. Pourquoi c'est important? Ben moi quand j'ai commencé à coder sur R, je connaissais pas grand chose, hein, et je me suis vite retrouvé avec des dossiers complètement désorganisés, je vais vous montrer après, et où on retrouve très vite plus ce qu'on a fait, où on comprend pas pourquoi ce fichier-là est à tel endroit, etc. Donc je vais vous expliquer moi mon système d'organisation, vous allez voir que c'est très simple et ça vous permet de gagner un temps fou après, d'avoir une structure constante entre tous vos projets. Je tente un nouveau format de vidéo, c'est-à-dire que j'ai réussi à me goupiller à mettre un fond vert derrière avec les informations qui arrivent directement à côté, et puis voilà. Donc là, ce que vous voyez dépasser ici, c'est le micro. Je vais pas réussir à le retirer de l'image, sinon mon son il est moins bon. Mais voilà, vous me direz. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemblaient mes dossiers de projet quand j'ai commencé à vraiment à coder fort sur R en 2012. Donc c'est ce à quoi ressemblaient mes dossiers de projet en 2012. Enfin, c'est un projet que j'ai commencé en 2012 et puis j'ai continué à agréger des trucs dedans. Et en fait, c'est ce qui arrive très régulièrement quand on fait quand on commence à coder sans vraiment avoir une idée en tête de la structure claire que doit avoir notre projet, c'est qu'on commence à écrire des bouts de script. J'ai tellement de scripts que je sais même plus lequel est mon main. Normalement, il s'appelle juste script, mais je le retrouve même pas. Peut-être là-dedans dans stat. Enfin oui, j'ai un dossier stat dans lequel j'ai des objets RData, j'ai des vidéos, j'ai des fichiers CSV, j'ai des graphes, j'ai des scripts qui sont en conflit, tiens, et ça s'appelle, on sait pas trop d'où ça vient, le script est dégueulasse, enfin c'est... et puis vous voyez que j'ai encore des sous-dossiers, donc là c'est les stats 2020, enfin bon, ouais, c'est vraiment, c'est catastrophique, c'est vraiment pas une organisation optimale du tout. Et je pense que si vous commencez à coder un petit peu en R et que vous avez un tas de, et que vous commencez à analyser beaucoup de données, vous devez avoir ce genre de structure de dossier complètement erratique, pas du tout structuré, etc. Ça, ici, donc c'est un dossier de projet que j'ai fait cette année, et on voit qu'il est beaucoup plus structuré, il est beaucoup plus organisé, et c'est beaucoup plus facile de travailler dedans. Donc j'ai mon main script ici, qui s'appelle Agripol Bioclim, peu importe. Là j'ai un dossier data qui contient mes données, donc des données à moi que j'ai récupérées et aussi des données qui sont téléchargées depuis internet directement à partir de R, je les mets dans le bon dossier data. J'ai un dossier avec la documentation, pourquoi? Parce que quand j'ai des réunions, j'écris au fur et à mesure ce qui est requis, et puis donc je fais un dossier pour ça. J'ai un dossier figure qui contient que les figures. J'ai un dossier GIST qui là est vide, mais que je mets par défaut dans mes projets, qui contient en fait tous les petits bouts de code, par exemple quand on se rappelle plus trop comment on va faire une substitution de chaîne de caractères à un endroit, etc., on peut se mettre un petit bout de code quelque part dans un fichier, c'est pas vraiment une fonction, mais c'est plutôt un aide-mémoire. Et puis ici, dans source, là j'ai rien aussi, mais c'est quand j'écris des fonctions, je vais les mettre dans le dossier source. Donc voilà comment le dossier est organisé, on voit que c'est beaucoup plus clair. Donc, d'où ça vient cette structure? Et je vais vous expliquer tout de suite. Quand on fait des statistiques, quand on travaille sur R, il y a toujours des opérations communes qui reviennent tout le temps, en fait, et qui sont les suivantes. On a d'abord l'étape où on va charger ces données, ça peut être soit des CSV ou des données qu'on va récupérer en ligne, comme les vidéos que j'ai fait sur le coronavirus, par exemple, j'allais récupérer les données sur le GitHub de Johns Hopkins. Ensuite, il y a une étape où on va nettoyer ces données, évidemment, parce que parfois on a des données avec des trous, on a des NA, ou on a des duplicats, ou on a des choses comme ça, donc il faut nettoyer, parfois recoder ces données, par exemple passer des facteurs en variables binaires, etc. Et puis ensuite, on va traiter ces données, faire ces analyses statistiques. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été formalisé, et parce qu'il y a des étapes qui correspondent à ça, donc le chargement de données, en anglais, c'est ce qu'on va appeler le load, le nettoyage, le clean, et ensuite dans le traitement, il y a les fonctions qu'on va coder pour traiter, et puis le do, vraiment, qu'on va appliquer ces fonctions au jeu de données. Donc on a des étapes différentes, et en fait on a 4 étapes différentes, on a load, clean, functions et do. Et ça nous donne un framework qui s'appelle le framework LCFD pour Load, Clean, Functions et Do. Donc c'est quelque chose qui a été décrit il y a assez longtemps maintenant. Et en fait, moi je trouve que c'est un framework qui est un petit peu limité. Au départ, ce qui était proposé, c'est on fait un script pour le load, donc un script où on va charger les données, un script pour le clean, où on va traiter les données, enfin on va nettoyer les données, etc. Donc 4 scripts qui s'appellent les uns les autres. Bon. Le problème, c'est que cette structure, je trouve, moi, que pour un projet complet, surtout si on fait un projet de recherche, on a besoin de documenter, etc., ça manque de choses. De quoi ça va manquer? Par exemple, ce framework LCFD, il permet pas de considérer la documentation. Je vous ai montré tout à l'heure que moi, je mettais la documentation dans mes dossiers de projet,
ben effectivement c'est quand même pas mal d'avoir de pouvoir documenter à côté ce qu'on a fait, d'avoir les retours d'expérience ou les retours des critiques de ses collègues sur les analyses qu'on leur a présentées, d'avoir des to-do list, de savoir quelle étape on va devoir faire, etc. Donc c'est bien d'avoir ces fichiers de notes à côté. Le LCFD il permet pas non plus, il prend pas en compte les figures quoi. C'est parce que ben bêtement, si on génère les figures à tout va dans le dossier de projet, c'est naze. Alors que si on a un dossier figure, en plus on peut le sous-compartimenter, avoir des figures pour les PowerPoint, des figures pour les articles, des figures juste qu'on va montrer en réunion pour avoir une idée, pour faire des analyses plus exploratoires, etc. Ce que ça prend pas en compte aussi, c'est la biblio, parce que quand on travaille sur un projet, on va lire souvent beaucoup d'articles scientifiques, et c'est bien d'avoir ces PDF quelque part disponibles dans un petit document, dans un dossier à côté, où on peut revenir relire, etc. Donc ça c'est important, moi je me crée un petit dossier biblio qui s'appelle References, mais voilà. Et puis ben, les essais de code, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le dossier GIST, en fait la structure LCFD, ben elle permet pas vraiment elle prend pas en compte le fait que on doit souvent beaucoup tâtonner pour trouver les bouts de code qu'on veut. Donc voilà, donc moi je me suis organisé une structure de dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai créé un package R que j'ai soumis au crâne mais qui est déjà disponible sous GitHub, qui permet de générer des structures de dossiers qui vont bien, et je vais vous montrer moi vraiment maintenant sous R comment ça s'organise pour moi, comment on peut naviguer dans cette structure de projet et comment on va l'utiliser. Donc je vais vous montrer comment moi j'organise mes dossiers, comment je génère ma structure de dossier avec le package que j'ai créé. Je vais vous mettre un lien pour pouvoir télécharger le package et l'installer. Vous n'êtes pas obligé, hein, moi c'est juste que je l'ai fait parce que j'en avais besoin et que je le réutilise souvent, et puis je donne aussi à mes étudiants quand ils veulent faire leur stats. Donc voilà, donc vous voyez ici que j'ai un dossier de projet, enfin un dossier qui est vide en fait, le dossier s'appelle test code, il est dans ma Dropbox. Et puis j'aimerais bien créer un dossier de projet dans ce dossier-là. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, ben, c'est qu'on va aller sur R, voilà, et puis on va charger la librairie qui va bien. Donc la librairie s'appelle Make Project, elle est installée chez moi, donc c'est pour ça que je peux le faire. Si vous voulez l'utiliser, il faudra l'installer chez vous. Make Project, voilà. Et dedans il y a juste une fonction, pour l'instant j'en rajouterai peut-être après, mais voilà, donc je me suis gouré ici, j'ai écrit now, il y a d'écrire new, mais bon, peu importe. Il suffit de faire un make project, de mettre le nom du dossier qu'on veut, ou le chemin en fait complet, et puis la fonction va créer le dossier de projet à l'endroit où on est. Donc d'abord ce qu'il faut faire c'est se placer dans le bon dossier, hein, c'est ce que je vous rappelle, nous on veut créer un dossier à cet endroit-là, donc il faut qu'on chope ce chemin-ci, bon, moi c'est Dropbox, Apodemus, le biostatisticien, etc. Donc on va faire ça. Donc dans RStudio, ce qu'on fait, c'est qu'on va ici sur on va dans Files, on va sur les trois petits points. Donc là, normalement vous verrez pas parce que je vais flouter mes noms de dossier et puis vous verrez pas, mais en fait vous sélectionnez juste le nom de dossier qui va bien. Vous allez dedans, le biostatisticien, test code, ok. Donc là on voit que ici que je suis au bon endroit, et ensuite vous cliquez sur More, vous faites Set as Working Directory, donc ça vous l'écrit ici, et maintenant vous voyez que R, il est au bon endroit. Maintenant on va utiliser la commande make project, et puis on dit que le projet par exemple on veut l'appeler bproject, ok, bof. Voilà. Tac. Et on voit qu'il m'a bien créé un fichier qui s'appelle bproject, maintenant là-dedans. Et dans ce dossier, j'ai bien un dossier data, doc, figure, list, reference et sources. Donc on peut là il apparaît sous R, mais on peut très bien aller voir dans le dossier, hein, tout est là, sans souci, il y a aucun problème. Donc dans data il n'y a rien, etc. Mais il y a déjà des scripts qui sont pré-remplis. Et ça c'est assez sympa, je vais vous montrer. Donc le premier script, vous avez à la racine du projet quelque chose qui s'appelle bproject main script, donc il n'y a rien dedans, mais en fait il est déjà tout structuré, donc vous avez le RM pour nettoyer, vous avez le load, ici ça si vous exécutez cette ligne, ça vous place dans le bon dossier de projet immédiatement, donc vous pouvez, voilà c'est pratique, puis ici vous avez la zone pour nettoyer, pour mettre vos fonctions, et pour commencer à bosser. Et puis je vous ai fait une debug zone, et ça la debug zone c'est important, en fait c'est ici où je vais essayer tout, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est là où je teste plein de bouts de code, et puis quand je suis satisfait du bout de code que j'ai créé, je le mets dans la section qui va bien,
et ensuite je l'efface. Et ce qui fait que je sais que tout ce qui se trouve entre debug zone et end debug zone, c'est du chenille, et que je vais le supprimer après, que ça fait pas partie de mon vrai code. Mais ça, c'est vraiment pour moi. Ensuite, dans le dossier doc, j'ai créé un dossier, enfin un document qui est déjà pré-rempli qui s'appelle bproject docs rmd. Et ça, c'est un fichier R Markdown, peut-être vous connaissez pas, mais le R Markdown, ça permet de générer de la documentation. Donc là, ici, vous pouvez taper votre titre, par exemple, je sais pas, participant, tac, et puis voilà, il y a monsieur A, monsieur B, vous écrivez en Markdown, donc ça je vous ferai une vidéo sur le R Markdown plus tard. Vous faites knit ici, et vous voyez que votre R il commence à compiler, et en fait il va générer une documentation en PDF. Donc voilà, par exemple, le PDF généré, bah, il ressemble à ça. C'est pas forcément le truc de ouf, mais c'est quand même bien pratique. Donc voilà, moi c'est ma façon de travailler, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez installer ce package. Donc pour installer ce package, vous devez aller sur cette page web, GitHub Libertolum Project, mais je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis, ce que vous devez faire... Alors attendez, je vais juste redémarrer ma session R. Voilà. Bon là vous voyez juste le dépôt, puis vous pouvez regarder en fait le readme, donc avec ce que je dis sur le projet qui est plus ou moins intéressant ou pas, la structure, voilà, c'est de la documentation, on s'en fiche. Ici, quand vous êtes sur cette page, vous allez sur clone, vous allez ici, enfin vous copiez là, si vous cliquez là-dessus, ça vous le copie dans le presse-papier. Ensuite, vous retournez sur RStudio, je vais aller dessus, tac. Alors il faut que la librairie DevTools soit installée, donc si c'est pas installé, je vous rappelle comment on fait, vous allez dans Package, Install, vous tapez DevTools, alors vous voyez, oui vous voyez bien, donc ça c'est cool. DevTools, ça vous l'installe, donc moi c'est déjà installé, donc ça va plus vite. Ok, ensuite vous faites DevTools, avec les deux points, et vous faites install GitHub, parce que moi c'est sur GitHub, et puis vous mettez le chemin d'accès que vous venez de copier avant, donc vous le collez ici, vous mettez bien entre guillemets, tac, donc là ça vous télécharge le package depuis GitHub, et puis ça vous l'installe, et une fois que vous faites ça, vous pouvez l'utiliser, donc vraiment très facile à installer, et ensuite, bah voilà, vous pouvez travailler dessus. Alors moi ce que j'aime bien avec cette structure de projet, c'est qu'elle est très modulaire. Par exemple, admettons qu'ici on a un script super long pour nettoyer ces données, ben on peut très bien faire un nouveau script, donc on va ici dans script, tac, qu'on va appeler, on va pas l'appeler, mais je vais juste mettre, je crois que j'étais dans clean, hein, je suis pas sûr, ouais, qu'on va appeler clean, en fait ça c'est le machin qui va faire le clean, on lui dit qu'on va l'enregistrer dans source, dans mes sources, et puis on va l'appeler un clean comme ça, je l'ai appelé un clean, vous le voyez pas, mais si je vais dans mes sources, j'ai bien un truc qui s'appelle un clean ici, donc j'ai rien dedans hein, pour l'instant, mais notre immense script qui va faire le pré-traitement de données, on va le mettre là-dedans, et puis ici, ce qu'on fera juste, on fera source, et puis ensuite il faut lui dire où est-ce que c'est, et voilà, et puis moi ça s'appelle un clean, donc voilà, et si je fais source un clean, ici il va m'exécuter tout ce qu'il y a dans ce dossier. Alors comme il n'y a rien, mais si par exemple j'écris cat test, donc ça c'est dans ce fichier-ci, donc j'enregistre, et si je vais là-dedans et que je fais source, il devrait m'écrire cat test en bas parce qu'il a exécuté le contenu du dossier. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très modulaire, qui est très facile à lire. Pourquoi? Parce que on peut vraiment séparer la structure du fonctionnement interne, et donc en lisant, même si on a des scripts qui sont très complexes et que le processus pour traiter, pour faire les stats, etc. est très très complexe, on va avoir quelque chose qui est très séparé, avec une partie nettoyage, on sait qu'on a fait le nettoyage, une partie fonction, on sait, voilà, on sait, là où on travaille, on sait aussi, etc. Donc c'est voilà, moi la façon dont je modularise
mon code, et je garde toujours maintenant cette structure-là. Et pour moi, du coup, c'est très facile parce que par exemple, si je veux envoyer les figures, j'ai juste à compresser le dossier figure et je les envoie. Enfin, j'ai pas besoin de me casser la tête. Si je veux partager ce que j'ai fait sur le dossier, je peux même envoyer juste les notes, mes working notes, et puis mes figures, et puis ça marche très bien. Le fait aussi de structurer, j'ai pas fait de vidéo sur Air Markdown, mais il faut que je le fasse. Le fait de structurer comme ça, d'avoir les figures qui sont stockées quelque part, ça me permet aussi, moi, de pouvoir les réutiliser dans le Air Markdown. Parce qu'en Air Markdown, on peut insérer des figures dans le document, et si je voulais le faire, ben, j'aurais juste à aller récupérer les figures qui sont dans le fichier figures. Donc voilà comment je structure. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous encourage à suivre, à suivre en tout cas une méthode assez rigoureuse de compartimentation du code. Et puis voilà, peut-être que la prochaine fois je ferai une vidéo sur R Markdown. Enfin, dites-moi ce que vous voulez voir, quel sujet vous voulez aborder. Et en tout cas, si vous attaquez R, si vous êtes encore débutant et que vous vous dites que c'est pas encore hyper pertinent pour vous de commencer à structurer vos projets de façon professionnelle, j'ai envie de dire que c'est une erreur. C'est une erreur parce que le plus tôt vous apprendrez à structurer correctement vos projets, le plus tôt vous serez efficace. En fait, il y a un moment où vous allez tellement générer de code que vous allez vous perdre, et ça va être brouillon, et pour revenir sur des opérations, comprendre ce que vous avez fait il y a 2 semaines, ça va être très compliqué. Donc voilà, prenez cette habitude de bien structurer, et puis normalement vous aurez aucun problème à communiquer vos données, et très honnêtement, quand vous partagez un dossier qui est très bien structuré à votre supérieur, vous avez tout de suite, vous faites une bonne impression, quoi, de rigueur, et puis de structure, de clarté, c'est souvent ce qui manque chez les gens qui codent, parce que quand on apprend R, on n'apprend pas la programmation de façon formelle et on développe pas ses habitudes. Donc je vous le dis, prenez ces habitudes de coder de façon propre et d'organiser vos projets de façon propre. Voilà, à la prochaine.